Début octobre, deux groupes militants du Front de libération du Québec ont pris en otage un diplomate britannique, James Richard Cross, puis quelques jours plus tard, le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte. Ils menacent de les exécuter si les gouvernements refusent de libérer 23 felkistes condamnés ou détenus pour des actes criminels. Au 10e jour de la crise, alors que les négociations et l'enquête policière piétinent, les autorités se préparent plutôt à utiliser la loi des mesures de guerre. Mais pourquoi exactement? La réponse pourrait vous étonner. Jeudi 14 octobre, les négociations avec l'avocat du FLQ, Maître Robert Lemieux, vont au plus mal. Que les autorités bougent! Un groupe de 16 personnalités regroupées autour de Claude Ryan, l'influent directeur du journal Le Devoir, lance un appel public en faveur d'une solution négociée. Le sociologue Guy Rocher faisait partie du groupe. Mon souvenir, c'est que c'est Claude Ryan qui m'a téléphoné pour me dire il y a une réunion qui se prépare rapidement, on y va, j'y vais. Bon. Un groupe de citoyens du Québec, dont Yvon Charbonneau, dont Fernand Daoust, Marcel Pepin, Louis Laberge, René Lévesque, Jacques Parizeau, etc., ont décidé d'épauler l'intention déclarée du gouvernement du Québec de négocier de bonne foi. Organisée à la hâte, une conférence de presse du groupe des 16 est présidée par René Lévesque, le chef du Parti québécois. Notre appui le plus pressant à la négociation d'un échange des deux otages contre les prisonniers politiques, et ce, envers et contre toute obstruction de l'extérieur du Québec, ce qui implique nécessairement le concours positif du gouvernement fédéral. C'était d'appuyer M. Bourassa à ce moment-là. Nous voulions à tout prix éviter que les pressions qu'on sentait bien du reste du Canada le fassent faiblir. Vendredi 15 octobre, tous les ministres sont rappelés à Québec pour adopter une loi spéciale forçant le retour au travail des médecins spécialistes en grève contre la mise en place du régime d'assurance maladie. 30 ans plus tard, Robert Lemieux, depuis décédé, affirmait que son vis-à-vis Robert Demers avait rompu les négociations ce jour-là. Quand je suis arrivé à la négociation, le 15, M. Demers m'a dit « Il y a plus de négociation. » J'ai dit « Comment ça? » J'ai dit « Ah, il dit, il n'y a plus de négociation. Il dit c'est fini, puis il va y avoir quelque chose de grave. » J'ai dit « Quoi? » Ah, il dit « Je ne sais même pas moi-même. » Il dit « Je peux pas te le dire. » J'ai dit, c'est clair dans mon esprit qu'on s'en va nulle part et qu'on ne pourra pas arriver à quoi que ce soit avec le mieux. Je pense que c'est là que Robert Bourassa a décidé qu'il était temps de prendre des mesures beaucoup plus radicales. Il s'agissait d'utiliser la loi des mesures de guerre, un projet discuté depuis quelques jours avec le patron de l'escouade antiterroriste de Montréal, Julien Giguère. Disons qu'on m'a consulté une fois ou deux à l'effet de dire « As-tu assez de pouvoir avec ça? » On dit « Ben écoute, là, c'est bien trop, ça n'a pas de sens. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. » Et puis, il y avait un problème de taille à l'adoption des mesures de guerre, se souvient Robert Demers. La première difficulté, c'est que Trudeau était contre. Lorsqu'on lui a annoncé qu'on voulait utiliser cette loi, sa réaction initiale était « non, non, non ». Avant de devenir premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, professeur de droit et intellectuel progressiste, avait souvent dénoncé l'arbitraire de la loi des mesures de guerre. Mais Robert Bourassa y tenait, et lui, il a, si je peux employer ce mot, poursuivi Trudeau jusqu'à ce qu'il finisse par céder, jusqu'à ce qu'il finisse par le convaincre que c'était au fond le seul moyen qu'on avait. Il ne pouvait pas être question de passer une loi spéciale. On n'avait pas le temps au milieu des circonstances dans lesquelles on était. Il fallait agir vite, et pour agir vite, malheureusement, c'était la seule loi qui existait. Pierre Trudeau confie alors à son chef de cabinet, Marc Lalonde, la mission de lui sauver la face aux yeux de l'histoire. M. Trudeau ne voulait pas avoir une situation où ceux qui faisaient le plus pression pour obtenir cette proclamation puissent, 3 mois après, 6 mois après, dire « Ah, bien, vous savez,
C'était pas ça qu'on voulait, c'était peut-être pas tout à fait comme ça. Alors, il a dit, je ne bougerai que si j'ai de la part de Montréal et de Québec une lettre identique qui demande clairement, nettement, sans hésitation, la proclamation de la loi sur les mesures de guerre et l'adoption de règlements en vertu de cette loi-là. Et c'est vous qui avez été délégué pour aller s'assurer que les lettres soient identiques. Exactement. Vers minuit, Marc Lalonde rentre à Ottawa, en possession de 2 lettres signées par Québec et Montréal. Les mesures de guerre sont proclamées cette nuit-là. C'est avec beaucoup de crainte et d'hésitation, et ce n'est qu'en désespoir de cause qu'on a eu recours à la loi sur les mesures de guerre. Dès 4 heures du matin, le samedi 16 octobre, des centaines de personnes sont arrêtées, leurs droits suspendus. Des milliers de domiciles sont aussi fouillés sans mandat. Moi, je me souviens très bien d'être réveillé pendant écoutant la radio cette nuit-là, voir, puis effectivement, je suis dans mon lit, je me disais, ils vont-tu venir nous chercher? Mais non. Mais effectivement, ça fait peur. En fait, dit Jacques Langto, pas un seul des véritables militants felkistes n'a été arrêté par la police. Personne. Ils ont arrêté personne. Ils ont arrêté des gens qui étaient des sympathisants, des gens qui, pas à la cause du FLQ, mais des gens qui étaient sympathisants à l'idée d'indépendance au Québec. C'est d'abord ça qu'on voulait frapper. C'était, d'après moi, c'était l'opération terroriste, elle était là. Attention, réplique Julien Giguère, on a volontairement laissé en liberté les militants connus du FLQ pour pouvoir les prendre en filature. Il a lui-même rayé leur nom de la liste des arrestations. Le plus grand nombre que j'ai vu sur mon pupitre, c'était à peu près une 60aine. Et puis, sur lequel, à un moment donné, j'avais fait radier des personnes parce que je disais, ben non, il faut que ça soit la route, il faut que ça soit la route. Un de ceux-là était le professeur d'université Robert Comeau, considéré par la police comme une des têtes dirigeantes du FLQ. On le surveillait jour et nuit. 14 autos de police qui me suivaient pendant la crise d'octobre, ça veut dire qu'ils nous voyaient déposer les communiqués. Hein? On peut penser que la police nous voyait faire puis elle laissait aller le jeu, en attendant, en espérant toujours qu'on irait là où était cassée la porte. N'empêche, Robert Comeau ne s'explique toujours pas aujourd'hui comment la rafle policière a pu à ce point rater sa cible. Il aurait pu tout écraser, les felkistes, les 30, là, ils nous connaissaient, ils savaient, il aurait pu nous arrêter, mais on arrêtait des... Pauline Julien, voyons donc, c'était évident que Pauline Julien n'était pas impliquée dans la FLQ. Alors, c'était une opération pour essayer de faire peur. On a brisé les libertés de certains Québécois. Pas des Québécois. Avez-vous été dérangé, vous? Non, Ma famille n'a pas été dérangée. Mais Pauline Julien, est-ce qu'elle était une felkiste? Bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Pauline Julien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a chanté? Qu'est-ce qu'elle a crié? Qu'est-ce qu'elle a promulgué? A-t-elle fait des spectacles pour aider ou souvenir à certains personnages? Est-ce qu'elle a fait des gestes illégaux aussi? Tu sais, je veux dire, non. Je parle pas de ses opinions. Non, mais j'ai dit encourager, aider, assister. Encourager et aider, encourager. C'est ça, l'acte criminel. Là. Il fait partie de ça. Pauline Julien avait donné des spectacles et participé à une marche pour la libération de 2 felkistes avoués, Charles Gagnon et Pierre Vallière, l'auteur du pamphlet Nègre blanc d'Amérique. Évidemment que la loi des mesures de guerre, c'est de mettre le bouchon sur le volcan à Montréal. C'est la raison principale. Mais c'était une belle opportunité, puis c'était un bel instrument de travail pour nous autres, d'être capable d'aller en chercher plusieurs, de les garder en dedans, d'être capable de les questionner, de les interroger sur ce qu'ils savaient, ce qu'ils pouvaient nous donner, aller chercher, aller à la pêche, si vous voulez. Hein? Peut-être une expression vulgaire, mais donner un bon coup de pied au cul. Ouais, fait que... C'était ça, la loi des mesures de guerre? Bien, je pense bien, finalement. Une seule fois pendant toute la crise d'octobre, les 2 cellules responsables des enlèvements ont pu communiquer directement entre elles. On s'entend, c'est le groupe de Jacques Langto qui dirige. Paul dit, bon, vous avez le lead dans les événements, dans l'opération Libération.
Donc, faites connaître publiquement votre position. Et puis, on va suivre, on va vous suivre, on va vous appuyer, on va vous suivre. Parce que on voyait mal que si nous, on décide de ne pas tuer Cross, comment eux pourraient décider de tuer Laporte? Ça n'a aucun bon sens. Il est aussi convenu que les prochaines directives doivent être communiquées au plus tard à 15 h le samedi 17 octobre. Ce jour-là, on nage en plein drame, avec la police qui multiplie depuis la veille fouilles et arrestations sous la loi des mesures de guerre. Nous, c'était définitif. On voulait faire baisser la tension. Jacques Langteau émet donc un communiqué annonçant que le FLQ abandonne sa menace d'exécuter les otages. Et qu'est-ce qui est arrivé de ce communiqué? Ce communiqué-là n'a jamais vu le jour. Le communiqué s'est mystérieusement volatilisé. Aucun média ne le rapporte. Le samedi matin, quand on a vu qu'il n'y a rien qui sortait dans les journaux, on a écrit une copie de ce communiqué-là, parce qu'on a envoyé un deuxième, parce qu'on a paniqué, là, nous. La deuxième version de ce drapeau blanc du FLQ, émise à 10 h du matin, est interceptée par la police dans des circonstances inconnues. Les journalistes ont leurs doutes. Je pense que les policiers nous ont mis sur écoute et qu'ils sont intervenus quand ils voulaient bien intervenir. Ce communiqué-là a été envoyé à 2 reprises où on disait c'est fini. Ma théorie à moi, c'est qu'ils ont brisé notre réseau de communication en se disant ils vont commettre l'impair, ils vont se mouiller davantage, sans présumer que Laporte allait mourir, mais qu'on allait commettre des gaffes vu qu'on ne peut plus se communiquer. C'est quand même bizarre que ce communiqué-là, qui aurait pu être un signal d'arrêt, a été subtilisé par la police. Vous savez ce qu'il y avait dans ce communiqué-là? Non. Un drapeau blanc. On ne tue personne. C'était le message à la cellule Chénier. On ne tue pas personne. Pour Michel Saint-Louis, la mort de Pierre Laporte est un drame personnel. C'est lui qui a découvert le corps le soir des communiqués disparus. C'est le 3e téléphone que l'on recevait à CKAC. Les premiers appels du FLQ à la station CKAC pour annoncer la mort de Pierre Laporte ne sont pas pris au sérieux. On exige un communiqué écrit et un plan de l'endroit où se trouve le corps. Toutes les indications, on nous les donnait au téléphone. Mais est-ce qu'on peut avoir une confirmation, s'il vous plaît, que ce n'est pas un tour que l'on nous joue? Donc là, on nous a envoyé un communiqué et on nous a appelé, on a dit, il y a un communiqué. Je suis allé chercher le communiqué. Dans ce message, il était indiqué que l'on retrouverait le cadavre de Pierre Laporte dans une automobile ou une Chevrolet. La voiture se trouve près de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est la même qui avait servi à l'enlèvement une semaine plus tôt. Le journaliste demande à son directeur la permission d'ouvrir le coffre. Je me dis que peut-être qu'il est encore vivant, peut-être que c'est juste, on nous dit qu'il est mort, mais peut-être vit-il encore. Il faudrait peut-être que j'ouvre le coffre. Mais on m'a défendu, Pierre Robert m'a défendu de l'ouvrir à l'époque en raison de la loi sur les mesures de guerre. Je vais vous dire que ça m'a fait mal un peu. On appelle alors la police, qui appelle à son tour une escouade de démineurs pour ouvrir le coffre, craignant une bombe. Les heures passent, le FLQ s'impatiente et contacte Normand Maltais, l'annonceur vedette de CKAC. Normand Maltais m'a dit par VHF que le FLQ se demandait pourquoi j'ouvrais pas le coffre. Au milieu de la nuit, alors que les journalistes affluent à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, Michel Saint-Louis fait lecture à la radio du communiqué du FLQ annonçant l'exécution. Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation, a été exécuté à 6h18 ce soir. Je me demandais pourquoi j'avais écrit à l'époque « ministre du Chômage et de l'Assimilation ». Robert Comeau revendique la paternité de cette expression dans le communiqué pourtant écrit de la main de Paul Rose. Il se souvient aujourd'hui que Pierre Laporte avait voté en faveur du Bill 63, donnant le libre choix de la langue d'enseignement. Je me disais, comment j'ai pu dire Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation? Mais le mot « assimilation » venait du fait qu'il avait appuyé cette
position-là qu'on trouvait complètement aberrante. N'empêche, on a peine à trouver une excuse pour injurier un mort jeté ensanglanté dans un coffre de voiture. L'outrage ne cadre pas avec une délicatesse des felkistes qui hante toujours Michel Saint-Louis. On avait pris la peine, et c'est ce qui m'a fait dire plus tard, c'est là que j'ai eu peut-être des remords d'avoir suivi les instructions de mon patron, c'est qu'on avait mis une tête d'oreiller sous sa tête. Est-ce qu'on met une tête d'oreiller sous la tête d'un individu qui est mort? Croyez-vous qu'il puisse être mort dans la voiture? Moi, je pense que oui, mais si on pouvait me rassurer sur le fait qu'il était bel et bien décédé, quand je suis arrivé sur place, bien, peut-être que je dormirais un petit peu mieux certains soirs. Comment Pierre Laporte est-il vraiment mort? Plusieurs versions s'affrontent depuis 40 ans, certaines farfelues, plusieurs contradictoires. Le rapport d'autopsie est formel, il a été étranglé. Cause du décès. Asphyxie aiguë par strangulation au lien. Le lien était de toute vraisemblance sa chaînette de coups qu'il portait encore au moment de l'autopsie. Étranglé, mais dans quelles circonstances et par qui? Selon Pierre Vallière, c'est la pègre qui l'a assassiné. D'autres parlent d'un complot de la GRC. Lors des procès, ce sont les felkistes Paul Rose et Francis Simard qu'on a condamnés pour meurtre. Dans son livre « Pour en finir avec Octobre », Simard le revendique, affirmant que la décision d'exécuter Pierre Laporte a été prise de sang-froid par ses ravisseurs. Sauf que c'est une version que la police et les autorités politiques savent fausse, révèle aujourd'hui Robert Demers, le bras droit de Robert Bourassa pendant la crise. Pierre Laporte n'a pas été assassiné, c'est un homicide involontaire. Il a été étouffé dans un moment de panique. Les autorités le savent parce qu'elles ont enregistré à leur insu les échanges qu'ont eus en prison Jacques Rose et son avocat Robert Lemieux en janvier 1971. Ces enregistrements sont illégaux et ne peuvent servir en preuve lors d'un procès. N'empêche, Jacques Rose y raconte que son frère Paul n'était même pas présent au moment de la mort du ministre. Il se trouvait à Montréal. Inquiet de ne pas avoir reçu comme prévu le mot d'ordre de la cellule de Jacques Langteau, il avait décidé d'évacuer la maison de Saint-Hubert où Pierre Laporte s'est gravement blessé la veille en tentant de s'évader par une fenêtre. Il y a un seul moyen, le transporter caché dans le coffre de la voiture, d'où la présence d'un oreiller pour son confort. Mais voilà, pris de panique au moment d'être placé dans le coffre, Pierre Laporte se met à hurler. Jacques Rose et Francis Simard l'agrippent pour faire taire les cris qui menacent d'alerter les voisins. Ils ignorent que sous le col de son chandail se trouve une chaînette qui l'étrangle. Lorsqu'il cesse de crier, il est mort. Si on le fait par accident, pourquoi écrire qu'on l'a exécuté? C'est de la bravade? Oui. Oui. Le FLQ, je pense, voulait montrer qu'il était sérieux, qu'il voulait être pris au sérieux par la population. Le FLQ, par la suite, a dit qu'il l'avait exécuté, mais ça fait partie de leur scénario de mensonge continuel. Mais ça a eu un impact épouvantable sur toute la population. Je pense que l'impact peut-être le plus grand, ça a été sur René Lévesque lui-même. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. C'est dur, oui. C'est dur. Mais, comme je vous dis, moi, on était contre l'idée de la mort. On a, de notre côté, tué personne. On a envoyé ce communiqué-là pour empêcher justement que le pire soit commis. Ça a été écrit à 2 fois, à 2 reprises. Vous dites, on a caché votre drapeau blanc. Oui. Donc, il y a une volonté. Donc, au-delà des personnes qui ont tué Laporte, il y a des gens qui ont manipulé la chose, qui ont fait en sorte que cette mort-là se produise, pour que ça retombe sur tous nous autres. Et ça, c'est grave aussi. Mais au buffet de la manipulation, tout le monde s'est servi dans cette crise, à commencer par le FLQ.
La radio de Radio-Canada a obtenu copie d'un enregistrement réalisé dans l'appartement de la rue des Récollets, où est alors détenu James Cross. Jacques Langteau et son acolyte Jacques Cossette-Trudel discutent longuement de comment ils ont manipulé les médias. Ils affirment que c'est pour y arriver qu'ils ont choisi les kidnappings. Cette bande audio, le FLQ voulait l'envoyer à un magazine français. On se disait, si la nouvelle sort en France, on serait mal vu de ne pas faire l'écho ici de cette nouvelle-là qui serait sortie en France. Donc, on aurait d'une façon indirecte brisé le blocus. La même tactique avait déjà fonctionné avec cette célèbre photo montrant James Cross assis sur ce qu'on prétendait faussement être une caisse de dynamite. Cette photo-là, savez-vous comment c'est venu ces journaux du Québec? Non. Pour éviter qu'elle soit interceptée par la police, le FLQ l'avait expédiée à une agence américaine. Effectivement, ça a été envoyé à New York et le lendemain, dans tous les journaux, il y avait la photo qui est revenue, mais c'est parti de l'étranger. La question des médias semblait vraiment une obsession de passer votre message. Oui, oui, effectivement, on cherchait par tous les moyens. On voulait que les gens parlent, communiquent entre eux. La crise d'octobre, c'est un exercice de part et d'autre de propagande. Oui, moi, c'était l'aspect principal, c'était de faire publiciser la cause de l'indépendance puis la cause des travailleurs exploités. Les deux allaient ensemble et effectivement, c'est ça de la propagande. Moi, je trouve que c'est de faire connaître, c'est ça, c'est de faire connaître notre cause. C'est un fait que c'est arrivé. Après coup, on peut s'en rendre compte là, que c'était dans leur visée à eux. Mais nous, quand on recevait ces choses-là puis qu'on faisait notre travail, on ne pensait pas à tout ça. Mais... It's a direct attack upon liberty. La propagande du FLQ a eu sa contrepartie à Ottawa, quand le gouvernement Trudeau a commencé à faire l'objet de critiques pour avoir imposé les mesures de guerre, une première en temps de paix. The direct attack upon freedom. Marc Lalonde convoque alors à son bureau d'Ottawa le rédacteur en chef du Toronto Star, Peter C. Newman. J'ai passé du temps avec Newman et son épouse qui était journaliste à l'époque. Elle leur expliquait qu'est-ce qu'on entendait, l'information qu'on nous transmettait de Montréal et de Québec en disant « La situation est beaucoup plus dramatique que vous pouvez le penser ». Dans sa récente autobiographie, Newman révèle que pendant 1h30, Marc Lalonde tente de le convaincre qu'un coup d'État est en préparation au Québec et qu'il s'agit de la vraie raison des mesures de guerre. Les putschistes, le groupe des 16, qui a lancé un appel public à négocier avec le FLQ le 14 octobre, groupe dirigé par Claude Ryan, le directeur du Devoir. Dans le fond, il s'agissait de remplacer M. Bourassa comme premier ministre, tout simplement. Marc Lalonde tenait ces informations de Lucien Saunier, le bras droit du maire de Montréal. Est-ce que ça vous paraissait sérieux, ça, vous, comme risque? Bon, ça m'apparaissait véritablement plus qu'étonnant comme idée, mais je n'avais pas de raison de mettre en doute la parole de M. Saunier, qui était un homme très respecté et respectable. Le journaliste Robert McKenzie est alors le correspondant du Star à l'Assemblée nationale du Québec. Le dimanche 25 octobre, le propriétaire du journal et le rédacteur en chef, Peter C. Newman, l'appelle chez lui. Il me donne des noms des gens qui feraient partie de ce complot-là. Là, je me suis mis à rire. Parce qu'oubliez pas que ça m'a été présenté comme une sorte de coup d'État. Dans le groupe, Claude Ryan, Guy Rocher, Alfred Rouleau du Mouvement Desjardins. C'est comme si aujourd'hui, on apprenait que Jean Coutu était en train de préparer un coup d'État au Québec. C'est absolument invraisemblable. Malgré les réfutations véhémentes qu'il obtient de Claude Ryan, le Star publie en première page son article affirmant que les mesures de guerre avaient pour but de contrer un projet de renversement du gouvernement du Québec. L'article a pour seule signature le bureau du Star à Ottawa. Pendant des années par la suite, Newman a gardé le silence sur l'identité de ses sources. Mais son autobiographie révèle qu'après sa rencontre avec Marc Lalonde, Pierre Trudeau en personne l'a appelé pour confirmer l'existence du complot et insister pour qu'il écrive son article.
Newman l'avait aussi confié à Robert McKenzie. J'arrive pas à croire que Peter Newman ne savait pas qu'il était loufoque de voir Claude Ryan parmi les leaders d'un coup d'État. C'est impossible. Ça faisait partie d'une tentative pour, comme ils ont fait à chaque fois qu'ils avaient l'occasion, pour noircir le Québec. À l'élection municipale de Montréal le 25 octobre, Jean Drapeau obtient plus de 90 % des votes. Lui, dont le bureau est à l'origine de la thèse du coup d'État, profite de son discours pour remercier les gouvernements de Québec et d'Ottawa. Et qu'ils sont venus aider ce régime à résister non seulement aux attaques révolutionnaires connues, mais aux tentatives de préparer le gouvernement provisoire qui allait présider au transfert du pouvoir constitutionnel au pouvoir révolutionnaire. C'est complètement ridicule. C'était complètement ridicule et je m'en souviens tellement de cette soirée-là. C'était révoltant. Mais ils ont inventé de toutes pièces à ce moment-là le fait qu'on allait sortir des règles de la démocratie. Où prennent-ils ça? On n'a jamais déclaré qu'on voulait faire un coup d'État. Dans son autobiographie, Pierre Trudeau confirme que c'est bien cette menace qui a été pour lui le facteur décisif dans l'imposition des mesures de guerre. Mais il y a un problème. Fin décembre 70, alors que plusieurs des personnes arrêtées par la police sont toujours en prison, le premier ministre reçoit à son bureau un comité de 8 personnalités, la plupart faisant partie des prétendus putschistes, dont Claude Ryan et Guy Rocher. Il ne nous a jamais parlé, pendant 1 heure où nous avons été avec lui, de la possibilité d'un coup d'État que nous aurions, nous, monté. Il n'y en a même pas des questions. Je pense qu'il aurait trop fait rire s'il nous avait parlé de cela. Au contraire, ce dont il nous a longuement parlé, c'était les déficiences de la police pour expliquer le grand nombre d'arrestations. Chose certaine, la crise a porté un dur coup au mouvement indépendantiste. Le PQ a perdu la moitié de ses membres. Mais pour Marc Lalonde, Ottawa aurait pu lui faire encore plus mal en refusant d'intervenir. Si le gouvernement fédéral avait été cynique à ce point-là, la meilleure chose qu'il aurait pu faire, ça aurait été de ne rien faire. Laisser la situation se détériorer encore davantage au Québec. Laisser là, littéralement le bordel se produire. Et là, le mouvement indépendantiste était fichu.